Karim Saclay, qui va nous parler de modèles de graphes pour la propagation d'une épidémie. Merci beaucoup. Je suis toujours très heureux de revenir dans ce laboratoire où j'ai fait ma thèse il y a quelques années. Je vais vous parler d'un sujet dont je dois dire qu'il est assez largement en cours de progression. Ce n'est pas un projet finalisé complètement, mais qui s'inscrit dans une certaine actualité pendant quelques mois encore. Donc, je me suis dit que c'était quand même le bon moment pour parler de ça. L'intérêt pour ce genre de choses risque de baisser dans les mois ou les années à venir. Le sujet n'est par contre pas très original. Je vais parler de Covid. Et je voudrais commencer par une petite introduction sur les graphes pour fixer quelques notations. Alors d'abord, indiquer que ces travaux sont faits en collaboration avec Sylvain Faure, à l'essentiel des travaux, et un doctorant à l'ENS, Félicien Bourdin, et donc qui est largement basé sur des modèles sur graphes. Donc je vais commencer par dire quelques généralités sur les graphes. J'avoue que j'ai développé une passion pour les équations sur les graphes depuis une petite dizaine d'années, en commençant par le poumon. Donc les mauvaises langues pourraient dire que les équations sur les graphes, c'est un peu les EDP en plus facile, et je crois que d'une certaine manière, ce n'est pas complètement faux, mais ça présente une certaine richesse. Donc en gros, le domaine euclidien sur lequel on peut écrire l'équation de la chaleur, l'équation des ondes, etc., est remplacé par un graphe. Donc c'est un objet de dimension finie, d'où la simplicité. Il n'y a pas de théorie de la mesure. Par contre, il y a une richesse énorme en termes de modélisation. Et puis des questions qui se posent qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut se poser pour des EDP classiques, qui ressemblent un peu parfois à celles qu'on peut se poser pour des EDP qui seraient posées sur des variétés. Il y a une géométrie très, très riche dans les graphes. Ce n'est pas une géométrie différentielle au sens usuel du terme. Donc les objets dont je vais parler, d'abord, je vais prendre les notations usuelles, c'est un ensemble de sommets. Donc, tout à l'heure, ça sera les personnes. E, c'est l'ensemble des côtés. Arrête, alors là, moi, je parlerai de graphes non orientés. Ça sera des graphes de contact, même si on peut généraliser un petit peu, même dans le cas de l'épidémie. Ça signifie qu'en gros, on a X, Y, on a un ensemble symétrique. Alors, la convention que je vais faire, je ne fais pas véritablement l'identification. Je vais considérer que X, Y est élément de E, si et seulement si Y, X est élément de E. Donc, je garde les deux. Ils sont en fait, disons, confondus d'une certaine manière, et on compte qu'une fois quand on a des sommes. Et les équations les plus simples qu'on peut écrire, je vais quand même écrire un Laplacien assez vite, on le verra apparaître tout à l'heure, c'est les réseaux résistifs, en fait, donc loi d'Ohm, loi de Poiseuil, c'est ce qu'on avait utilisé il y a quelques années, des travaux avec Céline Brandmont, qui est là d'ailleurs, et Delphine Salan aussi, je n'ai pas aperçu même. Donc, pour modéliser le poumon humain comme un arbre résistif, donc c'est simplement la loi d'Ohm, pas la loi d'Ohm si on est dans un contexte électrique, ou loi de Poiseuil si on est dans un contexte fluide, qui dit simplement, quand on a un conduit, un fluide visqueux non inertiel dans ce conduit, une pression Px d'un côté, Py de l'autre, alors le flux qui passe de x vers y, c'est proportionnel simplement à Px moins Py, multiplié par une quantité qui est une conductance, l'inverse d'une résistance, qui peut être conductance électrique ou conductance fluide. Et si on écrit dans le cadre d'un réseau la conservation au niveau des nœuds, la loi de Kirchhoff, on a une équation de ce type-là, simplement U de YX pour Y connecté à X est égal à 0, quel que soit Y. Donc c'est moralement, on écrit que dans un sens discret, la divergence du champ est égale à 0. Donc si je l'écris de cette manière-là, je peux écrire U plus C XU de XY plus C XY PX moins PY égale à 0, et puis la somme des, ici c'est la somme des U de YX est égale à 0. On a la version discrète d'un problème de Darcy, en fait, qui pourrait s'écrire U plus C gradient P. Je vais quand même écrire quelques EDP, même si je ne vais pas dire grand-chose, et puis divergence U, j'écris moins divergence U pour avoir vraiment l'opérateur adjoint est égal à 0. Donc c'est une version discrète du problème de Darcy, très, très usuel, qui décrit les écoulements en milieu poreux, et donc qui est écrit non pas sur un domaine euclidien, mais sur ce graphe, donc qui est caractérisé par l'ensemble de ces sommets, les côtés, et puis l'ensemble des conductances. Donc un petit mot quand même, un peu déconnecté des questions d'épidémiologie, pour dire qu'il y a quand même des questions de maths intéressantes qu'on peut se poser. Donc je vais faire juste une petite digression pour écrire au moins, c'est difficile de faire un exposé au LGLL sans écrire H1 au moins une fois, donc je vais écrire H1. On peut définir un espace H1 sur un graphe, par exemple. Donc on s'était amusé à représenter le poumon comme un graphe infini en faisant tendre le nombre de générations vers l'infini. Donc on peut le faire pour un arbre, mais pour un graphe général. Et on peut définir un espace H1, donc faire une petite analyse fonctionnelle jouet, si vous voulez, en définissant ici un espace H1, un ensemble de pressions, donc définies
sur les sommets, bien entendu, les pressions, et on fixe, pour ne pas s'embêter avec les constantes, on désigne arbitrairement l'un des sommets comme étant la racine, en quelque sorte, de ce réseau, qui serait la racine de l'arbre dans le cas d'un arbre. Et puis, on impose simplement que la somme des C de xy, donc c'est la métrique naturelle strictement inférieure à plus l'infini. Donc ça, ce n'est pas difficile à écrire. On a défini de façon immédiate un espace de Hilbert tel qu'il est, qu'on peut mettre en isométrie directement avec petit L2, donc l'espace très facile à définir. Ici, on a une somme qui est a priori infinie, donc c'est une somme sur l'ensemble des arêtes, où on compte qu'une fois chaque terme, chaque arête. Et donc, on peut se poser, par exemple, des questions. Alors, au départ, j'ai failli dire que les graphes, c'est plus facile que les EDP parce qu'il n'y a pas de théorème de trace. En fait, on peut avoir des questions qui sont liées à des questions de type définir une trace. Et là, il y a une question qui est très facile à formuler, mais qui est relativement difficile. Donc, je voulais juste en dire quelques mots. On peut définir assez simplement sur notre réseau infini l'espace H10, qui est simplement D bar. Alors, D, c'est quoi? C'est ce qui joue le rôle des fonctions C infini à support compact. Ici, il n'y a pas de C infini, mais support compact, c'est remplacé par support fini. Donc, on prend des champs de pression nuls, sauf en un nombre fini de sommets. Et on définit ça comme un espace D, donc un espace vectoriel de dimension infinie, évidemment non complet en général. Et donc, on prend son adhérence pour évidemment cette norme-là. Mais après, la question peut se formuler. Il y a une question très facile à poser et assez difficile à adresser, qui est la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'espace quotient H1 sur H10? Et c'est en fait, en faisant ça, on est en train de se demander qu'est-ce qui se passe à l'infini. C'est la version abstraite, en quelque sorte, de l'espace un espace de traces qui vivrait sur cette frontière. Alors, la frontière, c'est quoi? C'est en gros l'ensemble, on appelle parfois l'espace des bouts, c'est l'ensemble des chemins qui tendent vers l'infini. Donc, pour un poumon, un arbre diadique, c'est l'ensemble des chemins, l'ensemble des suites infinies de 0 ou de 1. Pour un réseau quelconque, c'est évidemment quelque chose de plus compliqué. Et juste un mot là-dessus, donc c'est une question assez difficile à aborder. C'est difficile aussi de décrire qu'est-ce que c'est que ce machin-là. Donc, il y a, d'un point de vue abstrait, la question essentielle, c'est de savoir si c'est réduit, si c'est trivial, réduit à 0, ou s'il y a des choses dans cet espace, et s'il y a des choses, comment on peut les décrire. Et il y a un résultat, il y a des résultats qui sont connus depuis assez longtemps, qui sont des choses, qui sont des versions discrètes de choses bien connues dans le cadre des EDP. C'est notamment, je vais juste évoquer cette interprétation stochastique qui rejoint le lien entre Laplacien et les mouvements browniens, ici d'un point de vue discret. Alors, qu'est-ce qui joue le rôle du mouvement brownien? C'est une marche aléatoire, en fait, définie sur le graphe, avec des probabilités de transition. La probabilité de passer de x vers y, c'est simplement c de xy divisé par cx. Le cx, c'est un coefficient de normalisation. C'est la somme des c de xy pour tous les y voisins de x. Donc, on a quelque chose qui normalise. On a bien une matrice infinie de transition. Donc, on définit une marche aléatoire de cette manière-là. Il y a un résultat assez fort, je trouve, et assez beau, qui est que l'espace est non trivial si et seulement si la marche aléatoire, c'est-à-dire il y a quelque chose en infini, si en quelque sorte les marches aléatoires voient l'infini. C'est-à-dire si cette marche aléatoire, elle est transiente, en fait. Il y a des gens qui vont vers plus l'infini. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse un petit peu déconnectée de l'épidémiologie, et je reviens maintenant, mais toujours en jouant sur les graphes, à un réseau de gens susceptibles d'attraper une maladie. Dans un contexte d'épidémio, on va toujours avoir notre ensemble de sommets qui sont les personnes susceptibles de l'attraper. Donc, je vais travailler dans un cadre qui est très SIR, donc je rappelle ces notations susceptible, susceptible, infected et R recovered. Donc, en gros, les sommets seront dans l'un de ces trois états. Et puis, le graphe, on a toujours un ensemble de côtés. Plus précisément, ça va être décrit par ce que je vais appeler K de XY. C'est une collection de poids qui correspondent au contact. Alors, dans l'application réelle, K de XY, ce sera défini journée par journée, par exemple. C'est le nombre de minutes de contact entre X et Y, simplement, qui peut être égal à 0 s'il n'y a pas de contact. Donc, ça quantifie le contact. Alors, j'ai changé de notation pour ne pas mélanger les choses, mais ça joue vraiment le rôle d'une conductance, au sens où K de XY, quand K de XY est grand, ça signifie que les points, moralement, sont proches. Je parlerai un tout petit peu tout à l'heure de la notion d'espace métrique. Pour l'instant, je n'ai pas dit est-ce qu'on peut associer à cet espace, ce réseau résistif, un espace métrique de façon canonique. En fait, c'est assez délicat, il y a plusieurs manières de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus le poids est grand, plus les points, moralement, sont proches. Voilà. Donc, je vais me donner des paramètres. Un paramètre petit p que j'aurai jusqu'au bout, c'est simplement la probabilité que je vais supposer non dépendante de x et de y. Probabilité que x infecte y en une unité
de temps. Donc, pour fixer les idées, K de XY, ça sera un nombre de minutes de contact. Et la probabilité, si X, évidemment, est malade, Y ne l'est pas, c'est la probabilité que X infecte Y en 1 minute. Alors, c'est des choses, des paramètres qu'on a du mal à obtenir, mais enfin, dont on a maintenant quand même une certaine idée pour fixer les idées, disons, pour ce qui est du Covid, dans la moyenne de toutes les conditions qu'on pourrait imaginer. On est de l'ordre de 10-3, typiquement, à la minute. Si on est en contact, on est en train de discuter avec quelqu'un qui a le Covid et nous, on n'a pas, sans masque, disons, à 1 ou 2 mètres, la probabilité est de l'ordre de 10-3. Évidemment, ce n'est pas à précision machine. C'est pour fixer les idées. Et je vais me donner aussi le taux de guérison, donc l'inverse de la durée d'infection. Alors, le premier modèle, je vais écrire un modèle d'une certaine manière assez scandaleux. Alors, je vais malgré tout essayer de l'assumer, qui est déduit de façon très informelle et je dois dire incorrecte d'un modèle qui, lui, est assez sain, un modèle probabiliste. Modèle vraiment probabiliste qui fait foi, qui est un peu le modèle de référence en quelque sorte, c'est qu'on va considérer que X est élément de V et est caractérisé par un certain état qui vit dans un alphabet très court de 3 états. Pardon, je vais commencer par S, I et R. Et on va écrire, ça c'est des choses qui sont très pratiquées, qui ont été très pratiquées ces dernières années, c'est de dire typiquement, je ne vais pas écrire toutes les relations qu'on peut écrire, mais par exemple, la probabilité que EX soit égal à EN plus 1. Donc je vais considérer un problème discrétisé de jour en jour, par exemple, probabilité que EN plus 1 soit égal à S, alors que ENX est égal à S, c'est la probabilité que X n'ait pas été infecté. Donc, ça va être typiquement un produit, il faut qu'il ait gagné à chaque fois dans tous ces jeux, en quelque sorte, de rencontre avec les autres. Donc, ça va être, quand il rencontre Y, il a une probabilité 1 - P de ne pas être infecté pendant chaque minute. Et il y a eu K de XY. Et ça, c'est le produit sur les Y, tel que EY, pardon, est infecté. Donc, on peut écrire de la même manière les équations. De la même manière sur la probabilité d'être infecté, je pense que vous pourrez tous les écrire de façon naturelle. Alors, c'est une méthode qui a du sens, qui est assez saine, une approche qui est assez saine, qui conduit quand même à des calculs assez lourds et qu'il est assez difficile d'étudier des comportements, enfin, c'est difficile au moins pour un probabiliste que je suis, de faire des choses précises en termes d'études, et ça prend du temps si on fait une méthode de Monte-Carlo. C'est des calculs qu'on a fait aussi, je ferai une petite comparaison, enfin, j'évoquerai tout à l'heure une comparaison avec nos approches déterministes. C'est des choses qui prennent quand même du temps. Donc, ce que je propose, on a basé notre approche sur un modèle déterministe, une sorte d'équation de Fokker-Planck associée à ça, mais encore une fois, elle n'est pas déduite de façon rigoureuse. Le modèle déterministe. Je vais essayer d'écrire plus gros, je ne sais pas si les gens voient en zoom. OK. Oui, OK, merci. Donc, le modèle déterministe est basé sur l'idée, c'est simplement, on va travailler sur maintenant pour tout X cet élément de V. Je vais appeler SX, IX, etc. Le RX n'est pas très important. SX, c'est la probabilité qu'à un instant, je vais introduire déjà la discrétion, à un instant N, X soit dans l'état S. C'est une probabilité, je suppose. Alors, je sais pas, ce que je vais faire ici n'est pas très rigoureux, c'est vraiment une manière très informelle de passer d'un modèle à l'autre. Non seulement informelle, mais d'une certaine manière fausse, j'en dirais un mot. Et pourtant, je pense que le modèle qu'on déduit, on pourrait voir oublier, disons, la transition entre ça et ça. Encore une fois, elle n'est pas assumée comme étant une démarche rigoureuse mathématiquement, mais le modèle qu'on écrit ensuite, il nous paraît avoir du sens, et c'est celui en tout cas qu'on a utilisé. Donc l'équation qu'on va écrire, alors je vais l'écrire directement, peut-être je ne vais pas écrire toutes les équations, mais sur I, par exemple, IN plus 1X, c'est juste des probabilités conditionnelles, c'est-à-dire si je commence par exemple par IN, si on avait une probabilité à l'état N d'être ici, on va avoir une disparition avec un taux gamma, donc c'est réduit de 1 - gamma, ça veut dire que la personne a été guérie. S'il était recover, donc a priori immunisé dans mon cadre-là, alors là, c'est multiplié par 0. Et la partie intéressante, c'est s'il était sain, alors, quand il rencontre une personne Y, il a une probabilité, qui a elle-même une probabilité Y d'être infectée, il a une probabilité PY d'être infecté, donc une probabilité 1 - PINY de ne pas être infecté, et je prends la puissance avec les contacts, et je fais ensuite le produit, cette fois-ci sur tous les Y, puisque quand Y n'est pas du tout malade, là on a un 0, et le produit ne joue pas dans la... Donc on n'a pas besoin de restreindre le produit comme tout à l'heure. Donc ça, c'est pour tous les Y qui sont connectés à X. On peut considérer aussi quand Y n'est pas connecté à X, K de XY est égal à 0. Donc voilà le modèle dont on va partir. Et c'est ce modèle qu'on a
ce modèle qu'on a étudié. Alors, pourquoi c'est faux, en fait? Pourquoi là, j'ai dit pas mal de bêtises en quelques secondes. Enfin, au moins, si je prétendais déduire, passer d'un modèle à l'autre, c'est qu'il y a des hypothèses d'indépendance sous-jacentes qui ne sont pas vérifiées. On peut s'en convaincre assez aisément, même sur des exemples assez simples. Donc, c'est un modèle, disons, en tant que conséquence du modèle précédent, la démarche est fausse. Mais le modèle en tant que tel, pensez comme un modèle qu'on va parachuter simplement, c'est celui-là qu'on va prendre comme référence. Je n'écris pas l'équation sur S, mais on peut la déduire de façon très simple. À partir de là, on peut l'écrire avec la même démarche. Alors, ouais. Oui, alors attends, est-ce que… Ah oui, pardon, il manque quelque chose. Je l'ai écrit, parce que tout à l'heure j'ai écrit pour S, là j'ai écrit pour I, c'est le contraire. Il y a un moins, excuse-moi. Là, je pense que ça… Pourquoi il y a on indique des 1 moins? Parce que tu vois, c'est pas… Alors, en petite probabilité, quand il y a des toutes petites probabilités, ça va être pareil. En fait, l'idée, c'est le problème, est-ce que… Alors, attends, je vais essayer de dire correctement. Si j'ai une probabilité P d'être infecté quand je te rencontre, OK, la probabilité de ne pas être infecté, après 2 minutes de contact, c'est en gros un moins 2P. Mais ce n'est pas exactement un moins 2P, en fait. C'est plutôt qu'il faut gagner à chaque fois. Donc, c'est multiplicatif. Et c'est important, je le dirai tout à l'heure. Donc, c'est un moins P multiplié par un moins P. Il faut gagner les 2 minutes. D'accord? Donc, c'est un moins P au carré qui, au premier ordre en P, vaut effectivement un moins 2P. D'accord? Et c'est ça que je vais faire, d'ailleurs. Je vais écrire maintenant une version plus linéaire du modèle qui est plus standard. Mais ça, c'est assez important, c'est assez pratique en fait, de l'écrire comme ça. On a quelque chose d'inconditionnellement stable, ce qui n'est pas le cas, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Là, on a quelque chose, on vérifie par exemple, toutes les probabilités restent entre 0 et 1, ce qui est quand même pratique, mais ce qui ne va pas être le cas de ce que je vais écrire maintenant. Et on peut voir ça, d'ailleurs, je le dis maintenant, puisque ça correspond à ta question. Je vais écrire maintenant un modèle quasiment linéaire, qui est plus standard comme modèle SIR. Et on peut voir ce truc-là, même si c'est un peu pervers, mais comme un numéricien, c'est assez naturel, comme une sorte de schéma non linéaire inconditionnellement stable et explicite des équations linéaires ou quasi linéaires que je vais écrire maintenant. Et c'est quelque chose, alors je ne sais pas si ça se pratique parfois, moi j'avoue que je n'ai jamais pratiqué ça. Oui. Une question avant. Vas-y. Pour avoir une idée un peu, le nombre de X qu'il va y avoir aujourd'hui à la fin des modèles. Alors, dans les modèles, disons, nous on a travaillé concrètement. Alors, a priori, le modèle, on peut prendre la France, le monde, etc. Dans les vrais, la grosse question, tu t'en doutes, c'est une connaissance. Tu veux faire des applications, c'est la connaissance des cas de XY. Donc là, je vais en parler tout à l'heure très précisément. Donc, on a fait ça en gros dans 3 situations, et notamment celle sur laquelle je vais insister. Enfin, il y a un cas dans lequel on estime ces contacts en faisant une modélisation des mouvements dans le cadre d'un lycée. Dans ce cas-là, on le calcule, c'est synthétique. Donc là, on travaille avec des effectifs de quelques centaines, c'est typiquement des lycées, des collèges. Et on a en ce moment une expérience pour anticiper un tout petit peu la suite. Une expérience qui est terminée il y a quelques mois au Kremlin-Bicêtre avec des étudiants équipés de petits badges. Alors, je parlerai un tout petit peu de la manière dont on mesure ces contacts. Et là, on est à 200 personnes à peu près. Alors, si on est en France, le nombre de personnes pour lesquelles on peut avoir une connaissance précise du cas de XY, il est forcément relativement, c'est des gens, il faut leur faire signer des consentements, etc. Dans d'autres pays que je ne vais pas citer, c'est beaucoup plus facile. Et il y a des données qui existent, qui ne sont pas accessibles sur Internet, mais qui rendent une chance de qualité très, très facile. Et j'ai entendu parler de projets, notamment, une fois, je ne citerai pas les pays, mais sur lesquels on peut faire de la modélisation extrêmement précise et faire monter ce nombre à plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers. Dans une ville entière, par exemple, où tu sais qui est où à chaque instant. Qui est où à chaque instant. Voilà, donc juste, si on fait l'hypothèse que c'est typiquement ce qui va jouer, si on veut faire ça rigoureusement, c'est P fois K de XY est petit, on peut faire un développement limité, en fait, et on obtient les équations. On peut aussi faire de l'antidiscrétisation pour écrire quelque chose de continu en temps, qui est plus agréable à aborder, et on obtient ces équations. Là, pour le coup, en faisant quelque chose, on peut écrire un théorème autour de ça, qui n'est pas passionnant, mais avec une asymptotique P, encore une fois, K de XY tendant vers 0. On va avoir un truc de ce type-là sur X, D de X sur dt est égal à Sx multiplié, il y a le P qui va être là. Donc l'idée, c'est quand on fait le développement ici, et là, pour le coup, on va faire apparaître des sommes, et puis les 1, c'est ce que tu as en tête, je pense. C'est ce qu'on fait ça, où il n'y a plus qu'une somme, les 1 s'enlever ici, et on va avoir un cas de XY multiplié par Y. Donc on a quelque chose de plus sympathique, qui n'est pas complètement linéaire. On a évidemment toujours un produit SI, c'est évidemment un truc de type réaction, c'est normal. Et puis, on a un moins un gamma I, X ici. Donc, ça, c'est l'équation de base. Je n'écris pas l'équation en S, mais elle s'induit simplement ça avec un signe moins ici. Et puis, on a le R qui va manger ce terme-là. Donc, c'est un modèle SIR standard. La différence, c'est qu'ici, on a évidemment quelque chose d'un petit peu plus compliqué.
Alors, je surveille juste le timing pour ne pas me laisser avoir, 22. Je vais faire maintenant juste quelques remarques assez informelles, je dois dire, sur ce truc-là. Oui, je vais faire juste une remarque là, à l'oral, je ne vais pas écrire de choses. C'est un développement sur lequel, pour le coup, il y aurait de la théorie à faire, qui a été faite d'ailleurs en partie par Félicien Bourdin. C'est se poser les questions quand on a un modèle ici particulier, en quelque sorte, on est au niveau des atomes, des personnes. Comment construire des modèles agrégés, des modèles condensés. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, je vous montrerai tout à l'heure un petit peu sur les classes, en considérant qu'on a, il y a des X qui sont en relation les uns avec les autres, qui sont dans la même classe, qui vivent toute la journée ensemble, donc on a envie de les mettre dans le même paquet. Donc l'idée, je vais quand même en dire un mot, de condensation. Si on a des classes au sens scolaire du terme ou des classes au sens mathématique, là c'est vraiment la même chose, typiquement X bar, Y bar, etc., on peut montrer, construire de façon assez précise, à partir de ce modèle, on peut agréger en quelque sorte ces classes sous l'hypothèse que toutes les valeurs ici, les probabilités soient uniformes au sein de chaque classe, c'est une propriété qui va se propager dans les itérations, et d'autre part, qu'on a des propriétés sur les contacts. Donc en particulier, c'est que la somme pour Y voisin de X, Y est élément d'une certaine classe, c'est quel que soit X, Y, la somme sur les Y d'une même classe, ça, que je vais noter K de X, Y, on va faire l'hypothèse que ça ne dépend pas de X. Il faut évidemment une propriété d'homogénéité, et donc ça peut s'écrire, je l'écris K de X bar, Y bar. Alors c'est un peu tordu parce que le deuxième bar, on a fait une sommation ici, on prend la moyenne, mais enfin, dire ça dépend que des classes. Donc on a des coefficients qui dépendent des classes, et on écrit un modèle où j'ai mis des barres partout, simplement le modèle s'applique à la classe. La seule différence structurelle, c'est qu'on a des termes diagonaux maintenant. Là, avant, on n'avait pas des termes d'auto-infection. Maintenant, au sein d'une classe, il peut y avoir des infections qu'on va retrouver dans le fait que K de X bar va être différent de 0. Et là, il y a des questions intéressantes à se poser, enfin, une fois qu'on a commencé à explorer, que je ne vais pas détailler, c'est dans quelle mesure il est licite de faire cette condensation. Et c'est qu'à la base des modèles SIR agrégés, en quelque sorte. La réalité, le modèle SIR, si on l'applique sur la France, dans la réalité, on a un graphe avec 65 millions de points, un graphe de contact absolument épouvantable, qui évolue d'ailleurs, un graphe dynamique. Et à partir de ça, on écrit un modèle SIR avec des quantités agrégées. Dans le fond, à quel point c'est faux et qu'est-ce qui fait que c'est faux, qu'est-ce qui fait que ça pourrait être justifié malgré tout. Ça, c'est une question intéressante qui ressemble vraiment à l'analyse numérique, à de l'approximation. Ça ressemble un peu à une sorte de méthode des éléments finis. On va regarder le graphe qui remplace le domaine euclidien, l'équation écrite en dimension infinie. Et puis, on va essayer d'écrire ça avec des granularités de plus en plus grandes. Et les questions qui sont assez difficiles, c'est de savoir si on connaît la matrice K de XY, même si on la connaît parfaitement, quelles sont les condensations, quels sont les groupes qui rendent cette approche-là la plus licite, la plus abordable. Donc, ça serait un petit peu comme si on a un domaine, on cherche à approcher une fonction en 5 paquets, pour un 4 et 5 fonction de R dans R, en 5 intervalles. Comment choisir les intervalles de façon à ce que l'approximation affine par morceau sur ces intervalles soit la plus précise possible? C'est une question qu'on ne se pose pas si souvent, enfin, c'est une question d'analyse numérique, mais qui n'est pas si courante. En général, on fixe le maillage. Là, ça ressemblerait à ça, et c'est une question qui est très complexe, a priori. Ensuite, une fois qu'on a fait cette décomposition, comme cette propriété-là n'est pas exactement vérifiée, quelle est l'erreur qu'on commet en résolvant le modèle agrégé par rapport au modèle microscopique? Donc ça, c'est des questions aussi qui sont pour l'essentiel assez ouvertes, qui ne sont pas évidentes. Alors, je reviens un tout petit peu, je voudrais faire juste une petite remarque. J'ai parlé d'un Laplacien tout à l'heure, je vais vous montrer qu'il y a un Laplacien sous-jacent. Ici, en particulier, si on se place au niveau de l'émergence d'une épidémie, donc c'est qu'en gros, on a S de X qui vaut, avec une notation tordue, qui vaut à peu près 1, tout le monde est à peu près susceptible, il n'y a pas, et ensuite on regarde la manière dont ça va émerger, comme on fait l'étude de stabilité pour le modèle SIR standard. Donc là, je vais remplacer ça par 1, j'ai un truc de type D de I. Sur dt, je vais l'écrire directement de façon vectorielle, j'écris sur I, c'est vecteur colonne. Donc ça vaut 1, et puis j'ai un P, et là, c'est vraiment un produit matrice vecteur avec ma matrice K, et puis I, et puis moins gamma. Et là, on peut faire ce qu'on fait en général pour le modèle SIR, on met gamma en facteur, donc P, K sur gamma, moins gamma. Attention, I, ça c'est l'identité, la matrice identité appliquée à I. Et donc, on a cette fois-ci une équation linéaire. J'ai oublié quelque chose? Il y a un gamma en trop. Pardon. Et donc, ce machin-là, c'est une matrice. Et les conditions de stabilité, c'est évidemment que les valeurs propres de cette matrice soient de partie réelle inférieure ou égale à 0, comme c'est linéaire. Donc, en fait, ce qui joue le rôle du R0, ça, c'est une remarque que je n'ai pas trop entendu. Je pense qu'il y a des gens qui ont regardé ça. C'est intéressant, je trouve, quand on dispose de mesures, en particulier les cas de XY, on écrit la matrice des contacts. Et en fait, la plus grande valeur propre, c'est ça qui va jouer le rôle du R0, en fait, une sorte de R0 spectral. Donc, c'est le max du spectre de cette matrice PK gamma
Alors, je vais l'écrire comme ça. Je vais prendre juste cette matrice. En faisant ça, je retire 1, évidemment. Donc, la question, c'est de savoir si ce machin-là est supérieur à 1 ou pas. Donc, c'est une question qui se pose, qui est a priori plus pertinente et qui est, je pense, assez éclairante dans certains cas. Probablement, on se dit qu'a priori, on peut avoir localement, par exemple, un R0 qui est positif, à d'autres endroits, qui est supérieur à 1, à d'autres endroits inférieur à 1. Ici, c'est une manière un peu générale et précise de se poser la question. Une autre question intéressante, c'est quel est le sens physique, quel est le sens en modélisation du vecteur propre associé à cette plus grande valeur propre. On a une matrice qui est non seulement symétrique, mais dont tous les termes sont positifs. Donc, on peut choisir le vecteur propre associé avec que les termes de même signe. Ça correspond bien à des poids, en quelque sorte. J'ai l'impression que ça correspondra à une sorte de page ranking de Google. Ça représente, en gros, ça donne une idée de l'importance des gens en termes d'épidémie. Les gens qui ont un gros poids, c'est des gens qui vont être importants. C'est-à-dire, en gros, s'ils sont malades, eux, ça va avoir des conséquences importantes sur la population. Donc, ça donne, et si on faisait l'étude dans cette classe, parce qu'on diagonalise, on regarde la matrice des contacts, on aurait des poids qui sont, encore une fois, des rankings en termes d'une certaine manière de dangerosité. Alors, une autre remarque que je voulais faire, je vais essayer quand même de garder du temps pour présenter les résultats. Oui, une petite remarque vraiment dans la foulée de ce truc-là. Ouais. Je vais réécrire cette équation. C'est d'identifier, je voulais quand même parler un tout petit peu d'EDP, alors que j'en parle de façon d'habitude, on prend des EDP puis on les discrétise. Ici, je fais le contraire. Je pars d'un modèle discret, j'essaie de retrouver une EDP. Alors, l'EDP que je voudrais écrire, c'est laquelle? C'est la suivante. P. Pardon, je vais écrire ça, SXP. Je reprends mon modèle de base, KXY, IY moins gamma Y. Alors, si on veut, ce qui est mon cas en général, quand j'ai un modèle, j'essaie de faire apparaître, quoi qu'il en coûte, un Laplacien. Et en général, ça a du sens. Donc là, il n'y a pas de Laplacien, a priori. Il y en a un, si je rajoute ici, X moins YY, je mets un signe moins ici. Et puis, en faisant ça, j'ai rajouté ce truc-là. Donc, j'ai enlevé ce truc-là, il faut que je SXP. Et puis maintenant, j'ai une somme des K de XY multiplié par IX. OK. Alors ça, c'est sympathique parce que c'est exactement mon Laplacien résistif de tout à l'heure. Donc, ça évoque un processus de diffusion. On pourrait penser à l'équation de la chaleur, une sorte de loi de Fick discrète aussi, c'est plus proche de ça, parce que la notion de résistance électrique n'a pas beaucoup de sens ici. Donc là, j'ai un Laplacien. Et ici, j'ai un terme de réaction. Donc ça devient une constante, puisque ça c'est multiplié par Ix. Et donc, c'est une constante que je peux noter, que j'ai noté tout à l'heure, K de XY bar. Enfin, une constante, ce n'est pas matriciel. Et là, j'ai un terme, un produit, un terme de réaction habituel dans SIA. Et ici, j'ai quelque chose de diffusif qui indique une diffusion sur le graphe. Si je regarde un peu plus près, ce n'est pas exactement une diffusion parce que c'est non linéaire et le S, il est à l'extérieur du Laplacien. Donc, on a un truc de ce type-là, moins, mettons un mu, un coefficient S, où S est une fonction non uniforme, Laplacien de I. Bon, ça, ce n'est pas terrible, ce n'est pas une vraie diffusion parce qu'on aime, si on veut avoir quelque chose de type Fick, c'est plutôt avoir le S à l'intérieur, c'est-à-dire avoir un truc de type moins mu, divergence de S gradient I, mais ce n'est pas exactement ça. Donc là, il faut compenser par un gradient S, gradient I. OK? Donc l'équation, formellement, alors ce que je vais chanter pour ne pas trop perdre de temps, c'est qu'on peut, cette décomposition, en gros, on peut en fait l'écrire au niveau discret. Ce que je suis en train de dire, c'est que si ici, je rajoute, au lieu d'avoir SX, j'écris SX plus SY sur 2 plus SX moins SY sur 2. J'ai un terme ici qui va correspondre à ça. Et j'ai un autre terme qui va apparaître qui est consistant, comme si c'était une discrétisation différence finie de ce truc-là. Donc, c'est effectivement l'équation, c'est celle-là. Et l'équation, je vais l'écrire. L'équation qu'on obtient sous-jacente, c'est une sorte d'équation, moins mu, une sorte d'équation, de diffusion où. Donc là, je vous rappelle, c'est l'infection qui diffuse. Elle diffuse d'autant mieux qu'il y a des seins. D'accord ? Donc ça, c'est assez naturel. C'est le coefficient de diffusion, c'est la concentration de sein. Et ce terme-là, qui est rigolo, je trouve, c'est un terme de type chimiotactique. Alors, il n'est pas conservatif, mais ça correspond à un transport non conservatif de I par un champ de déplacement discret, enfin, sur le graphe, qui est gradient de S. Donc, ça veut dire que cette collection de I, ça se propage, en fait, ça diffuse, donc de façon a priori isotrope, d'autant mieux que S est grand. Et d'autre part, on a un terme de chimiotaxie, c'est que la maladie, vraiment, elle va chercher volontairement, en quelque sorte, les seins. Parce qu'on a un terme, vraiment, le I se dirige dans la direction
du gradient de S croissant. On se dirige vers les S les plus importants. Voilà, c'est plus une remarque amusante. Et cette équation en tant que telle, on peut écrire le système complet. Je vous avouerai que on discute avec des gens plus forts que moi en EDP de réaction-diffusion, mais on a un système, on peut écrire la même chose avec S ici, on a un système d'équations avec une diffusion donc, qui dépend de l'une des quantités, puis ce terme de transport explicite qui fait penser un tout petit peu à Keller-Segel, même si S n'est pas une quantité émise par l'un des individus. OK. Alors, je crois que je vais passer, parce que sinon, je regarde si j'ai oublié des choses importantes. Si je vais peut-être juste faire une dernière remarque pour anticiper ce que je vais présenter, pour présenter ces résultats. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est faire tourner ces modèles dans des situations où on connaît les matrices K de XY. Alors, une difficulté que j'ai complètement chantée depuis le début, c'est l'aspect dynamique des K de XY. Vous vous doutez bien que les contacts, sauf, encore une fois, peut-être dans certains pays ou dans certaines institutions, ce n'est pas exactement les mêmes tous les jours. Et donc, c'est des choses qui vont varier. Donc, typiquement, on va les agréger à la journée, on va sommer tous les contacts et considérer une unité temporelle de type jour. Et ça va varier d'un temps à l'autre. Et on va faire tourner ce modèle-là. Alors, on a des résultats qui ne sont pas évidents. Il faut ensuite réfléchir à comment exploiter des résultats, quel cas faire tourner, quel scénario analyser. Si on est dans une situation où on connaît qui était malade à un instant donné, alors on peut faire tourner le modèle à partir de cette condition initiale. Si on est à froid, en quelque sorte, ce qu'on a fait dans le cas des écoles où on n'avait pas d'informations sur qui était malade, l'idée, c'est d'écrire ça sous la forme de matrice d'incidence, dont je vais vous montrer quelques exemplaires tout à l'heure. On l'appelle ça comme ça, je ne sais pas si c'est licite, d'incidence. Alors, c'est des matrices, mais pas au sens d'une application linéaire, c'est vraiment plutôt un tableau de nombres. Qu'est-ce qu'on fait? On va partir pour un x est élément de V, on va considérer qu'on a une condition initiale I0x est égal à 1, et puis I0y est égal à 0, quel que soit y différent de x. Donc, on prend x comme patient 0, tout simplement. On fait tourner le modèle pendant une durée raisonnable, typiquement on a pris 10 jours, et on regarde ce qui se passe. Et on représente ensuite, donc on a un tableau des INY, dont x d'ailleurs, et x a priori, si on ne laisse pas le temps de la maladie se résorber, ça va être égal à 1 pour x. Et là, ça sera la collection des gens des probabilités d'infection. Et si on représente ça sous forme de matrice, donc là, ici j'ai x, j'ai un tableau de probabilité qui contient des nombres entre 0 et 1, qui va me donner la colonne induite par x. Donc ça représente le danger induit par x. Et la version, alors ce qu'on fait typiquement, c'est prendre la moyenne ou faire la somme simplement des coefficients. Ici, on a un nombre afférent à x qui, je pense que vous serez d'accord avec moi, qualifie en gros sa dangerosité. C'est-à-dire si lui, c'est le patient 0, quels dégâts il a fait dans la communauté. On a la version transposée de ça. Alors, on peut vérifier, ce n'est pas si évident au départ. On pourrait se dire que cette matrice ne va pas être très loin d'être symétrique. Il y a des raisons de le penser, parce qu'en gros, si on a beaucoup de contacts, on a beaucoup de contacts pour induire la maladie et aussi pour la recevoir. En fait, ce n'est pas exactement symétrique. Donc, il y a vraiment quelque chose de non trivial dans l'idée de prendre cette fois-ci une ligne. Si je prends une ligne correspondante affectée toujours à x, ça, cette fois-ci, c'est une ligne qui est peut-être plus intéressante, qui est l'ensemble des probabilités que x soit infecté contre tous les scénarios possibles, considérés comme équiprobables en termes de patient 0. D'accord ? Et donc, on a deux choses qui sont différentes. Ici, une dangerosité. Qu'est-ce que je peux faire? Quels dégâts je peux apporter sur la communauté? Et ici, plutôt, quels sont les dégâts que moi, je peux recevoir? Donc ça, c'est la partie, c'est le risque, en gros, que j'encours. Et c'est des données. Donc là, on va avoir un tableau de nombres en sommant tous les éléments de chaque ligne qui va quantifier le risque. Alors, je voudrais commencer, bon, si j'ai la réputation de présenter des petites boules qui bougent de toutes les couleurs à chaque fois que je fais un exposé, donc je ne voudrais pas déroger à la tradition, en vous présentant quelque chose que j'avais développé. Ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'étude en elle-même, mais c'est quand même assez éclairant, je trouve, sur le modèle SIR. Donc, c'est juste un petit jeu, ça ressemble à un projet de L2 ou de L3, mais un petit jeu cinématique, une version cinétique du modèle SIR, en quelque sorte, de la propagation d'épidémies, où je considère un système de particules qui vont rentrer en collision. On a des particules qui peuvent être dans 3 états, comme mon modèle tout à l'heure, et quand elles se rencontrent, il y a une rouge, en l'occurrence, I, c'est rouge. Quand elle rencontre une bleue, il y a une probabilité. La rouge, elle va rester rouge, et la bleue, qui est S, elle va passer rouge éventuellement avec une certaine probabilité selon les lois de tout à l'heure. Et puis, alors pourquoi je présente ce modèle? C'est qu'en gros, d'une certaine manière, le modèle SIR global, il n'est pertinent que pour ce type de situation. C'est-à-dire, dès qu'on a quelque chose qui diffère de ça, essentiellement, on est en train de faire des erreurs. Donc, c'est une version en quelque sorte idéalisée, puis ça fait des jolies figures. Donc là, c'est ma petite particule rouge, je ne sais pas si vous voyez bien, qui va on a de plus en plus de particules rouges, et puis les vertes, c'est les particules remises. Donc là, on est dans la phase, on est en avril 2019,
Et puis après, on va arriver à une certaine immunité collective quand ça devient vert. Et à la fin, il ne se passe plus grand-chose. Il y a quand même il reste quelques petits malades, des gens dont la maladie a duré extrêmement longtemps. Et on peut vérifier effectivement, donc ça c'est la reprise de toute l'évolution avec l'émergence de la maladie jusqu'à une certaine immunité collective. Donc on a les mécanismes que j'ai indiqués qui correspondent au modèle SIR. On peut vérifier que ça marche assez bien en regardant comment ça varie au cours du temps, le nombre des infectés. On trouve avec des paramètres calés raisonnablement, on trouve vraiment un comportement comme le modèle SIR. Donc, je reviens à mon modèle SIR sur réseau, là, que j'ai déjà écrit. Là, il n'y a rien de nouveau par rapport. Alors, je l'écris de façon linéaire parce que c'est plus simple. En fait, toutes les applications numériques sont basées sur le modèle non linéaire. Et encore une fois, a priori, ils sont équivalents, ils sont consistants en quelque sorte. Sauf que là, ça permet d'utiliser à l'échelle de la journée, quand on a des coefficients, des risques de contamination importants, si on utilise un modèle linéaire explicite, on peut avoir des problèmes d'instabilité, des probabilités qui deviennent inférieures à 0 ou supérieur à 1. Et donc, vous pouvez voir ça, d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, ce modèle non linéaire comme une sorte de schéma tordu non linéaire pour une équation linéaire, non linéaire, mais ça a l'avantage d'être inconditionnellement stable tout en étant explicite. Alors, en fait, je voudrais commencer par ça, parce que ça évite en plus les problèmes de CNIL qui sont assez sensibles dans ce domaine, vous allez vite comprendre. On a commencé à se faire la main sur la matrice des misérables, en fait, qui traînent sur Internet de façon très bizarre. Donc, c'est les contacts, je pense qu'ils ont compté les scènes partagées entre les différents personnages des Misérables. Alors, c'est écrit tout petit, mais je vous indiquerai peut-être un peu plus précisément. De toute façon, on a réordonné les choses. Donc, c'est un donné assez riche. On s'est posé la question, d'ailleurs, avec des étudiants, de savoir si on pouvait le faire automatiquement à partir d'un livre. Ça serait intéressant, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à faire. Notamment, je fais juste une petite parenthèse, une incise, des questions qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, à ce graphe, on peut associer un espace métrique. Et donc, on peut considérer que c'est l'espace métrique, comme je le disais tout à l'heure, l'espace métrique associé à l'œuvre littéraire. Et on peut se demander si on a une autre œuvre littéraire, donc un autre espace métrique. Vous savez sans doute qu'il y a des manières de comparer les espaces métriques entre eux, avec la distance de Gromov-Hausdorff notamment. Et il y a même si on a des espaces métriques mesurés, si on donne des poids associés à ces personnages, et si on renormalise, on a la distance de Gromov-Wasserstein, si vous avez peut-être entendu parler, qui est un outil qui, à mon avis, pas mal d'avenir pour comparer ces choses-là. Et l'idée, ça serait de structurer l'ensemble des œuvres littéraires en une sorte. On peut en faire un graphe métrique, justement, parce qu'on a des distances là-dessus, et on peut passer comme ça, on peut même les regrouper entre eux. Enfin bon, ça n'a pas un intérêt, je pense, en termes applicatifs énorme, mais bon, ça permet de s'occuper. Alors, un mot, oui, sur un truc que j'utilise après, que j'ai découvert moi récemment, qui me fascine toujours. C'est une manière, en quelque sorte, vous connaissez sans doute, certains d'entre vous, ceux qui ont fait un peu de stats, les dendrogrammes. Il y a des teams Python qui font ça. Donc, c'est justement, ça s'applique de façon générale à un espace métrique. C'est une manière assez canonique d'aligner, en quelque sorte, tous les points d'un espace métrique. C'est a priori contre nature pour la plupart des espaces métriques, mais c'est une manière de le faire, de voir apparaître sa structure. Alors, c'est assez simple, en fait, conceptuellement, quand l'espace métrique, c'est un graphe. Ici, un graphe fictif que j'ai représenté. On prend les deux points les plus proches, donc qui sont ici, on les relie, et là, la barre horizontale, sa hauteur correspond à la distance précisément. Ensuite, on regarde, est-ce qu'il y a deux points qui sont plus proches ou est-ce que c'est un point qui serait plus proche du premier paquet? Ici, le plus proche, ça doit être, enfin, ce n'est pas tout à fait exact par rapport au truc, mais c'est ce point-là que je vais considérer, donc c'est ce point-là qui va apparaître ici, et ça fait un petit truc comme ça. Et ensuite, les points les plus proches, c'est ceux-là. Donc, au départ, on a beaucoup de paquets de points, et puis ensuite, on va les agréger, et ça donne une image assez structurée du domaine. Et c'est très pratique quand on a des données de ce type-là. Et là, ce qui va jouer le rôle du graphe, c'est évidemment le graphe des contacts. Ça permet de structurer, de donner une représentation, de lister, une sorte de numérotation, qui est compatible avec la structure de graphe sous-jacent. Alors, c'est très instable. En fait, je suis un peu revenu de ma passion initiale, parce qu'on se rend compte que quand on prend des points qui sont n'importe comment, ça fait aussi de très jolies figures. Et donc, c'est quand même, il faut être un tout petit peu raisonnable, mais ça structure quand même d'une certaine manière les choses. Et vous, si vous avez de bons yeux, vous verrez que Cosette est à côté de Jean Valjean. Alors, si on lance donc une épidémie de Covid-19 dans les personnages des Misérables, voilà ce qu'on obtient. Alors là, c'est encore la matrice de contact qui est donnée, mais réordonnée. Donc là, on a simplement, c'est une permutation, une matrice qui est semblable à celle-là. On a simplement permuté avec la structuration par dendrogramme. On voit apparaître les paquets de Jean, les trois paquets là. Ici, on doit avoir Cosette, Jean Valjean. Ici, c'est Javert, et là, ça doit être les Thénardier, juste pour information. Et on peut lancer donc le personnage, les trucs. Donc, obtenir cette fois-ci, c'est la matrice de contamination, celle que j'ai écrite ici, là, tout à l'heure. Donc, on voit qu'elle est légèrement, je ne sais pas si ça se voit bien. Oui, ça se voit qu'elle n'est pas tout à fait symétrique. Elle est un peu symétrique, mais pas exactement. Et donc, on voit en jaune, c'est les valeurs élevées. Donc, ça, c'est les gens qui sont les plus sensibles. Donc, on voit, il y a un gros
Ça doit être toujours… Là, il y a Jean Valjean et Cosette, donc ils sont bien exposés. Et puis, ils sont à la limite un peu moins exposants. On voit quand même la colonne correspondante. Ils peuvent… Ouais. Ici, normalement, la diagonale, si c'est tout noir, là, si tu regardes bien, c'est peut-être un effet de… Ah, oui, tu as raison. Pourtant, ou est-ce que c'est un bois? J'avoue, je ne sais pas, je n'avais pas remarqué. Voilà, bon, ouais, je ne sais pas, ça serait un poids. C'est bizarre de représenter deux types de données sur la même matrice. C'est peut-être ça. Ouais. La masse, oui, ça serait une sorte de… Ça serait assez naturel, les autocontacts. Enfin, voilà. Donc, après, l'opération que j'avais indiquée tout à l'heure, là, on a l'exposition à la dangerosité. Donc, on voit la non-symétrie de la matrice ressort du fait que ces points, si c'était symétrique, on aurait des points rouges et des points verts qui sont confondus. Et donc, on retrouve l'exposition importante de certains personnages. Donc là, je peux en parler facilement. Et c'est un petit peu plus délicat quand on parle de gens réels, en particulier. Bon, là, je vais passer un tout petit peu. Alors, c'est un point. Je regarde le timing, peut-être. Un quart d'heure. Bon, je vais juste peut-être dire un mot là-dessus, parce que c'est l'une des choses qui m'excite le plus, même si ce n'est pas du tout central dans l'exposé ici. Sur ces graphes, il y a aussi une autre chose qu'on regarde à l'heure actuelle. Vous avez peut-être entendu parler de la courbure de Ricci, enfin, sur des variétés, donc, qui est utilisée en relativité. Il y a le flot de Ricci qui a été utilisé par, comment il s'appelle, Perelman pour son démonstration. En fait, c'est des choses qui ont été généralisées par Yann Olivier, que vous connaissez peut-être, qui a fait cette thèse avec Pansu et Gromov, qui travaille maintenant chez Facebook, assez bizarrement, et qui continue à faire des maths, qui a inventé, je crois, il y a 10-15 ans, disons, une extension de la courbure de Ricci, et qui est un objet assez joli. C'est qu'en gros, quand on a un graphe de contact, qui peut être un graphe épidémiologique de contacts sociaux, ça va, en gros, c'est assez facile finalement à expliquer avec les mains. Ma relation avec quelqu'un, si moi je suis X et Anne-Laure, par exemple, est Y, est-ce que notre courbure, la courbure de notre lien est positive ou négative? Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir si, en gros, ces amis sont mes amis et si on est dans les mêmes communautés. Donc, si on est dans la même communauté, donc si j'étais encore au laboratoire Jacques Williams, clairement, notre courbure serait très positive. Là, je crains. Alors, il n'y a pas de sens moral, mais c'est probablement un peu plus négatif. Alors, aussi, on partage quand même, on est proche du DMA, donc ça se repositive. Mais a priori, si en fait ces amis, je meurs d'envie de les connaître, mais je ne les connais pas. Et donc, notre courbure est très négative. Vous voyez, un peu comme une trompette en quelque sorte. Et on peut définir un flot de Ricci qui consiste simplement à, quand la courbure est négative, à allonger la longueur, ce qui renforce encore. C'est quelque chose un peu qui est dérégularisant, c'est anti-stabilisant. Et en faisant ça, pendant longtemps, on va séparer les sous-communautés entre elles et ça permet de structurer les graphes. Alors, j'avouerai qu'on ne l'a pas fait sur tous les graphes encore. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui dépend du temps. Pardon. C'est une équation différentielle qui va vivre sur la distance. Les arêtes, elles ont un poids. Ici, ça va être une distance. C'est le poids au sens de distance, c'est-à-dire plus c'est grand, plus c'est loin. C'est un peu la convention contraire de tout à l'heure. Donc, tu vas écrire une équation sur la distance et tu vas dire que cette distance varie au cours du temps en fonction de la courbure de Ricci. Et tu t'arranges, alors je me trompe toujours dans les signes, mais tu t'arranges pour qu'en gros, là, quand la courbure de Ricci est négative, donc ça va être en gros la dérivée de la longueur de XY par rapport au temps, c'est égal à la courbure de Ricci de XY multipliée par la longueur elle-même, c'est de type exponentiel. Et est-ce que c'est ça ou avec un signe moins? C'est-à-dire il faut que quand la courbure de Ricci est négative, la courbure augmente. Donc s'il y a un signe moins, quand la courbure est négative, ça augmente. Donc ça veut dire que si en gros, là vraiment, si on n'est pas supporté par des amis, c'est en gros des relations d'ambassadeurs typiquement entre deux communautés, tu as les trucs qui s'écartent et ça te fait ressortir les sous-communautés. Okay, donc voilà. Et ça s'écrit assez simplement, ça se calcule, il y a une routine Python qui fait ça d'ailleurs. C'est assez cher parce qu'il faut calculer la courbure de Ricci qui est assez chère. Oui, parce que le graphe, un graphe métrique, c'est-à-dire tu as un ensemble de points. Ça, il y a des routines Python qui font ça aussi assez bien avec des systèmes de ressorts, on imagine bien. Moi, je le fais faire d'ailleurs par des étudiants. Ça se voit, voilà, tu peux faire un film avec les longueurs, les arêtes qui se rallongent ou qui se resserrent. Si tu as un paquet, si tu as un graphe complet, par exemple, il va se scruncher. C'est un terme scientifique, tu vois, il va se rassembler en un seul point parce que les courbures sont positives, les longueurs décroissent. Okay, et si tu as deux paquets de graphes complets connectés par un unique ambassadeur, ça va exagérer ça. Voilà. Donc, ce n'est pas un modèle à proprement parler, on ne modélise pas quelque chose de physique, mais c'est très puissant. Ça m'étonne que ça n'ait pas eu plus de succès, moi je trouve ça vraiment fascinant comme idée, pour représenter les graphes, les faire évoluer, les structurer, donner une représentation structurée qui est très, très supérieure au dendrogramme de tout à l'heure, qui est en fait très capricieux par rapport aux données. Voilà. Alors, un mot aussi sur là, c'est plutôt des illustrations, des remarques que j'ai faites tout à l'heure. Ça, c'est le spectre, par exemple, de la matrice P. Alors, le D, c'était le 1 sur gamma, c'est la durée de la maladie.
pour montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est notre matrice symétrique qui a des valeurs propres au réel. Là, c'était un cas particulier. Je vous avouerai que je ne sais plus sur quel graphe je l'avais fait, mais on essaie de le faire en général, où là, typiquement, on va avoir un R0. Donc, ça, c'est une valeur propre supérieure à 2. Donc, on est dans un cas d'émergence de maladie. Et c'est la question, à mon avis, qui est intéressante, qu'on n'a pas encore assez fouillée, c'est d'essayer de voir à quoi ressemble le vecteur propre associé à cette plus grande valeur propre, qui détermine le taux de reproduction spectrale, en quelque sorte, maximal, en quelque sorte, de la population. Alors, au départ, en fait, il y a 2 mois, quand je devais faire cet exposé, j'avais prévu de le centrer sur ce qu'on a fait sur les écoles, sur les collèges et lycées, mandaté par Modcov 19. En fait, c'est un projet, là, pour le coup, qui est relativement finalisé, mais de façon un peu misérable. C'est-à-dire, on n'a pas véritablement réussi à le faire utiliser. Les relations avec l'éducation nationale ne sont pas faciles, surtout en temps de crise. Il y a quand même eu beaucoup d'efforts, notamment des gens du CNRS. On a eu des contacts avec des proviseurs, etc., des gens très haut placés. Et pour l'instant, ça n'a pas été, enfin pour l'instant, je pense que ce n'est pas gagné, ça n'a pas été véritablement utilisé. Je vais quand même dire un mot sur cet outil, ne serait-ce que pour rendre hommage aux gens qui ont beaucoup travaillé sur les aspects de développement, parce qu'il y a beaucoup de technologies. Donc Sylvain Faure, toujours, Félicien Bourdin et Modcov 19 nous avaient permis d'embaucher un freelance pour ça. Donc l'idée, c'est qu'on prenait des emplois du temps. Donc là, travail très, très technique, parce que des fois, c'est juste des impressions papier, d'un fichier PDF, etc., pour les structurer. Les plans du lycée aussi, à partir desquels on extrait encore une fois un graphe, mais cette fois-ci correspond à la topographie des lieux, et puis certains paramètres d'épidémiologie. Et on fait tourner le modèle, donc on modélise le mouvement des classes, des professeurs dans l'établissement, on en déduit des matrices de contact, et à partir de ça, on fait tourner des modèles épidémiologiques en faisant l'ensemble des scénarios possibles. Patient 0 dans la classe 6e 3, patient 0 dans la classe 6. Et on a ces matrices avec ces trucs de dangerosité. Donc ça, c'est typiquement… Alors là, je vous disais que c'est plus facile avec Les Misérables. Là, je suis content que… Alors si, d'ailleurs, ce que j'ai représenté, c'est Les Misérables. Je reconnais Jean Valjean ici. Je l'ai fait parce que si vous représentez une classe réelle, enfin un lycée réel, vous avez la classe qui apparaît. Donc on a réalisé assez tôt que si vous avez des parents d'élèves qui tombent sur le graphe en disant que la 6e, où est leur enfant, est manifestement beaucoup plus exposé que les autres, ça peut évidemment poser des problèmes. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui explique qu'on n'ait pas eu un succès considérable avec cet outil, mais en tout cas, il existe et je vous montre juste à quoi ça ressemble, enfin, pour vous prouver, parce qu'il y a eu encore une fois énormément de travail, c'est l'outil réalisé par Sylvain et Félicien et le freelance. Donc ça, c'est vraiment un outil qui existe à l'heure actuelle si vous voulez l'utiliser pour modéliser un établissement. Donc, vous créez vous-même votre graphe, il y a un petit peu de travail quand même, à partir des plans, mais il suffit de plans imprimés. Et puis ensuite, on fait tourner, on rentre les emplois du temps. Donc ça, c'est un peu compliqué de les structurer. Et puis, on fait tourner tout. Et puis, on a les matrices de contact, et puis les expositions, les risques, etc. Bon, je passe vite. Vous avez compris l'essentiel. Et je vais parler un peu de cette étude. Malheureusement, plus beaucoup de temps. Mais je vais quand même en dire un mot. Cette étude plus récente, menée à l'université Paris-Saclay, avec un certain nombre de collègues médecins du Kremlin-Bicêtre, donc toujours Sylvain, moi-même. Et donc ça, ce n'est pas très important, c'était le déroulé de l'étude. Ça s'est déroulé à l'automne dernier. En gros, là, c'était pour ce que je disais tout à l'heure, pour dire que c'est des études qui sont quand même assez lourdes. Il y a été 6 mois de délai administratif pour avoir les autorisations, parce que ça utilise des gens quand même. Enfin, ça utilise des gens. On leur a demandé de porter des badges et on les testait quand même. Donc, on ne leur inoculait pas des cochonneries, mais on les testait, test PCR. Et donc, il fallait faire, il y a au moins 6 à 8 mois d'autorisation, et ça fait partie des questionnaires, une partie des questionnaires qu'ils devaient remplir chacun des 210 participants. Donc, une étude un petit peu lourde quand même. J'insiste un peu là-dessus parce que si on avait l'occasion de le refaire, je ne sais pas si je le referais en fait, mais c'est des choses qui sont quand même, ça vaut le coup d'avoir fait ça au moins une fois. Alors, je parlais il y avait une question sur les contacts tout à l'heure. Comment on les mesure? Donc, il se trouve qu'on était en lien avec l'entreprise qu'on a montée avec Sylvain Signactif, avec une petite entreprise bretonne, comme son nom l'indique, Kerlink. Et c'est vrai, hein, c'est vraiment une entreprise qui est à Rennes et qui commercialise ces petits badges qui s'accrochent aux porte-clés selon un système de low energy Bluetooth, si vous connaissez. Enfin, donc ça, il y a des piles, mais ça consomme très, très peu. Ça peut fonctionner 2-3 mois sans être rechargé. Et quand, en gros, les personnes qui portent ça sont à moins de 2 mètres, le contact est enregistré. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va récupérer… Alors, c'est enregistré en local dans chacun des deux. Et il y a des bornes de récupération des données. Quand on passe au voisinage d'une borne, c'est uploadé. Et c'est typiquement tous les soirs, on le met à des endroits, l'entrée, par exemple, du cafétéria ou un truc, où on sait que les gens vont passer régulièrement. Donc, on récupère tout ça. À chaque fois, des numéros de badge abstraits, enfin, anonymisés, bien entendu, des dates de contact précises. Et on récupère à partir de ça donc, des données qui permettent de construire ces graphes dynamiques. Alors, c'est des données assez riches. Là, c'est juste une petite statistique sur la distribution des durées des contacts qui permet de vérifier qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup de contacts de l'ordre de 5-10 minutes, des gens qui discutent
en prenant un café. Ça donne déjà des indications sur la sociologie d'un groupe, c'est quand même pertinent et c'est vite assez sensible. Je ne vais pas rentrer dans les aspects les plus sensibles, mais on connaît vraiment les choses. Même si c'est anonymisé, on voit des choses. Donc ça, c'est un exemple plus partant. Donc ça, c'est intégré sur une journée, sur une seule journée, pour vous donner quand même une idée de la complexité dont on n'est pas très habitué. Moi, j'adore les données depuis quelques années, sans être un spécialiste de ça, mais ça donne une idée de… Bon, ce n'est pas complètement évident de faire quelque chose directement. Donc ça, c'est l'un des graphes. Alors, représenter plusieurs manières de le représenter. Si on fait la représentation en ressort, comme je disais tout à l'heure, en fait, on ne voit vraiment rien. En fait, paradoxalement, c'est une représentation vraiment très bête qui est la plus pertinente. On met les gens qui est proposé par un package Python, on met les gens sur une ellipse là, et puis on connecte les gens. Alors, ceux qui sont marqués en rouge, donc comme je vous l'avais dit, dans cette étude, on a testé les gens aussi. C'est ça qui rend l'étude quand même assez exceptionnelle, si j'ose dire. C'est-à-dire, en général, ce n'est pas fait. Il y a à la fois de la modélisation, la mesure des contacts et des tests. Donc, on a failli passer dans un moment où il n'y avait plus du tout d'épidémie, tellement les délais administratifs ont été longs. Et finalement, on a quand même eu, alors je ne dirais pas que c'est de la chance, mais on a quand même eu une vingtaine ou une trentaine du fait de Omicron, que je tiens à remercier cette occasion, qui a permis de faire que l'étude n'est pas complètement vide d'une certaine manière, parce que là, on aurait pu l'être, enfin, on aurait des indications sur les contacts. Et donc, on a les gens en jaune en particulier qui ont été infectés à un certain moment. Alors, le problème, c'est que ça, c'est juste pour une journée, et là, on en a, ça a duré 2 mois et demi, les contacts. Donc, je donne une idée, là, c'est un détail, par exemple, du truc. Là, c'est 4 jours consécutifs, donc là, c'est, vous devinerez, samedi, dimanche, par exemple, il ne se passe pas grand-chose. Alors, je viens de découvrir en préparant l'exposé, regardant ces notes, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'il y a eu un contact dominical entre 2 personnes infectées. Donc, on peut se demander qui ont été, quand je dis qu'elles sont jaunes, c'est infectées à un moment ou à un autre. Hein, c'est pas. Et donc, il y a quelque chose à fouiller. On en est réduit à ça, parce qu'à partir de 20 ou 30 infectés, on ne peut pas faire des statistiques à proprement parler. Donc, on en est à faire, on appelle ça l'approche Colombo, à essayer de retrouver les chaînes de contamination, savoir qui a contaminé qui. Donc, on lance le modèle. Donc là, c'est typiquement des matrices de contamination. On fait ça en fenêtre glissante, typiquement. On prend un jour comme premier jour et puis on regarde. Donc ça, c'est complètement sans utiliser les informations qu'on a sur les infectés. Et puis, on en déduit ça. Alors ça, je vais bientôt terminer. En fait, c'est l'un des points centraux. C'est une sorte de synthèse de l'étude et qui devrait dire est-ce que l'étude marche, disons, est-ce que les modèles sont pertinents ou pas. C'est un petit peu entre les deux. Au début, on s'était trompé dans les données, on a quelque chose d'hyper pertinent, mais c'est trop beau pour être vrai, de fait. Là, ce que ça représente, c'est quoi? C'est les résultats du calcul. La hauteur des barres correspond, alors déjà, en abscisse, on a juste les 210 participants, ils ne sont pas ordonnés spécialement. La hauteur des barres correspond à leur exposition à la maladie. Donc, c'est le risque de tout à l'heure, calculé en faisant la somme à chaque fois des éléments de la colonne correspondante. C'est la longueur de la barre. Et les rouges, c'est ceux qui ont été effectivement infectés, ceux qui sont en rouge. D'accord. Ce n'est pas la peine de regarder en bas, d'ailleurs, c'est relativement… Le fait que ce soit à peu près en image miroir, c'est le fait que la matrice n'est pas si loin d'être symétrique. On peut oublier le bas. Là, c'était l'exposition. Et donc, tout ce qui est la hauteur des barres, c'est ce qu'on a calculé indépendamment de l'utilisation des données épidémiologiques. C'est ce qu'on aurait pu donner. C'est comme ça qu'on avait commencé à l'utiliser avec l'entreprise Kerlink en faisant des tests. L'idée, c'est d'arriver auprès d'une entreprise et dire on fait des calculs, on utilise des données de contact, on dit les personnes les plus exposées, c'est celle-là, celle-là. Vous avez intérêt à les faire tester plus souvent ou à surveiller leur emploi du temps, à limiter leurs contacts, etc. Donc, ce qu'on aurait adoré, c'est quoi? C'est avoir des grandes barres rouges et des petites barres bleues. D'accord? Si toutes les plus grandes barres étaient rouges et toutes les plus petites étaient bleues, on aurait le prix Nobel. Bon, alors c'est pas exactement le cas, mais c'est quand même pas si délirant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, on est à ce niveau d'étude, donc il faut regarder. On en est quand même à regarder. Est-ce qu'on peut trouver les chaînes de contamination? Il y a des très mauvais élèves. Par exemple, là, il y a une toute petite barre rouge, quelqu'un considéré comme pas du tout exposé, qui a été malade. Alors, est-ce que c'est grave? Non, c'est quand même pas rédhibitoire. Il a très bien pu attraper le Covid d'ailleurs. Donc, ce n'est pas en soi un événement. C'est pour ça que je dis que c'est difficile d'avoir quelque chose de conclusif, parce qu'on ne peut pas faire véritablement de stats sur quand même une vingtaine ou une trentaine de malades. Mais il y a quand même, c'est assez satisfaisant. Il y a pas mal de barres rouges qui sont quand même assez grandes et de barres bleues qui sont petites. Donc voilà, on en est là. Peut-être que je termine par un tout petit, et puis une toute petite animation qu'a faite Sylvain, qui illustre assez bien les choses. Donc à chaque fois, on a pris les données de contact, et là, ça correspond à des… On prend un point de départ qui est le même en date, et on prend des patients zéro qui sont différents, qui sont des patients zéro qui ont eu effectivement le Covid, et on lance le modèle et on regarde ce qui se passe, et on fait apparaître, je ne me rappelle plus des couleurs, voilà. On fait apparaître les barres qui correspondent aux expositions jour après jour, et quand ces barres sont rouges, ça veut dire que c'est des gens qui ont effectivement eu le Covid.
Donc, en regardant ça, c'est long, ce n'est pas complètement évident à interpréter à vue, mais on a des choses qui sont plutôt pas si mal, c'est-à-dire on voit apparaître effectivement des gens considérés comme très infectés. Ça permet de sélectionner, en gros, l'idée de cette démarche, c'est de se dire si dans l'un des cas, on a une assez bonne corrélation entre les barres grandes et leur couleur rouge, alors c'est qu'il y a des chances qu'effectivement le patient 0, ça a été effectivement celui-là celui qu'on a sélectionné. Voilà. On en est là, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a embauché un jeune pour essayer de travailler sur les données dans les semaines qui viennent. Voilà, je vous remercie. Oui, alors, essayer de les caractériser, de les classifier en fonction de graphes. Par exemple, prendre un modèle de graphe probabiliste connu, essayer de voir quels seraient ses paramètres. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas tant fait que ça. Ils sont très, très variables, les graphes. La structure n'est pas évidente. Souvent, on a l'impression que le graphe qu'on voit, c'est une collection de sous-graphes. Il n'y a pas de structure homogène, claire. Il peut y avoir des petits groupes, d'ailleurs, pour les étudiants, je pense, qui ont fouillé ça. On aurait peut-être des structures. D'ailleurs, par exemple, dans les étudiants, il y a 3 promos. Et donc, il y a des promos qui sont différents. Donc, il va falloir faire un travail globalement. Je pense qu'on va être très loin d'un graphe clairement identifié avec des paramètres correspondants. Mais c'est ce qu'on commence à faire avec les trucs que j'évoquais tout à l'heure, notamment avec la distance de Gromov, comparer les espaces métriques associés au graphe. Et on peut les comparer. Je me suis amusé à faire ça. Il y a des routines Python qui font ça aussi pour Gromov-Wasserstein, pour comparer les distances avec des modèles de graphes type Erdős, Erdős-Rényi, des trucs comme ça. Mais là, on n'est pas, non, je dois dire, il n'y a rien de très significatif, ce n'est pas évident, comme ça ne saute pas aux yeux. Alors, quand tu dis que les graphes sont clairs, c'est-à-dire à l'intérieur de l'aéroport ou entre les… Alors, ils tournent, qu'est-ce que ça veut dire tourner? Moi, je peux faire tourner ce que tu veux. Écoute, est-ce qu'il faudrait les comparer? La grosse difficulté, c'est comparer après la réalité. C'est pour ça qu'on était content la première fois qu'on a vraiment des données. En milieu scolaire, c'était hors de question. On a essayé avec l'éducation nationale. C'est évidemment des choses un peu taboues, un peu cachées. Là, la grosse question, c'est l'accès aux données. On n'a pas été en mesure, et dans ce contexte-là, on n'a pas fouillé déjà dans les contextes où on a essayé d'avoir des données. On s'est heurté quand même à des murs, pour être honnête. C'est la première fois là qu'on a des données parce qu'on les a récoltées nous-mêmes et on a fait une demande en règle pour ça. Là, je ne peux pas savoir si ça donne. En tout cas, ça marcherait assez bien. Le modèle paraît assez adapté à ce genre de choses, effectivement. Et après, il faudrait voir pour comparer à des données fiables. Et ça, c'est un gros problème quand même. Les données sont souvent fournies de façon très agrégée. Et alors que nous, on a quand même besoin de données plus précises. Alors, je me suis posé la question. Ce n'est pas évident. D'abord, en dehors du vecteur propre, comme je vous disais, le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre pour des raisons de Perron-Frobenius, il va avoir un vecteur propre avec tous ces termes constants. Donc, on peut considérer comme des poids et des intensités, comme le PageRanking de Google. Dès qu'on descend, même sans aller jusqu'aux valeurs propres négatives, on va avoir des vecteurs propres, forcément d'ailleurs, puisqu'ils sont orthogonaux entre eux pour la norme L2, ils ont forcément des éléments de signes différents. Et quelle est la signification d'un vecteur propre qui est censé correspondre quand même à des probabilités d'infection qui sont négatives? Ce n'est pas évident, peut-être qu'il y en a une, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, donc, l'interprétation est beaucoup moins évidente quand les coefficients n'ont pas le même signe, parce qu'on est quand même en train de parler de sortes de probabilités d'infection, mais qui sont négatives. Donc, on pourra en reparler, hein, mais ça peut être intéressant à fouiller, mais là, je n'ai pas de réponse claire. Ouais, pardon, je n'ai pas repris les questions, j'ai complètement oublié. Oui, on demande si on aurait pu générer en quelque sorte une sorte de fausse, d'épidémie virtuelle, mais juste avec un signal sur le badge qui aurait pu être communiqué. C'est vrai, faire une sorte. C'est très intéressant, on n'y a pas pensé. De toute façon, alors c'est juste une parenthèse aussi, quand on fait ces études-là, ce qu'on n'a pas mis dans l'étude dès le départ, c'est impossible de le faire. Voilà, après. Mais, tu le fais sur les données acquises, tu fais pas… Toi, tu voulais le faire vraiment… En fait, ça correspond un peu. C'est vrai que tu peux le faire de façon virtuelle, ça correspond un peu au premier modèle, en quelque sorte, le tout premier modèle probabiliste. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en utilisant, de façon autocontenue, en utilisant les données qu'on a déjà, effectivement. Et ça fait partie… Alors, juste un mot, ce qui ne répond pas directement à ta question, mais c'est lié à ce que j'ai fait au début, sur le modèle complètement probabiliste, on peut faire des calculs comme ça. Le problème, c'est les méthodes de Monte Carlo. Il faut regarder pour un scénario donné, il faut faire évidemment plein de calculs pour qu'on ait quelque chose de fiable. On attend que ça se stabilise. Donc, on peut, par Monte Carlo, obtenir ces densités, ces matrices d'incidence en particulier. Et honnêtement, à vue, c'est vraiment les mêmes pour le modèle, pour justifier quand même la démarche scandaleuse que j'ai effectuée tout à l'heure. Dans la réalité, ça se passe. On retrouve vraiment le comportement effectif du modèle, comme si c'était l'équation de Fokker-Planck, en gros, du système, du modèle probabiliste sous-jacent. OK. Bon, je ne sais pas ce que vous avez entendu ou pas. Donc, en tout cas, merci Bertrand pour cet exposé, cette effectivement nouvelle vue sur la propagation de l'épidémie. Et effectivement, je pense que le sujet est actuel et qu'il va continuer à l'être. Tu as présenté un modèle SIR simplement. Donc, on sait bien qu'il y a besoin d'avoir plus de compartiments pour mieux représenter
la maladie. Est-ce que tu as pensé à éventuellement avoir d'autres compartiments que simplement ces trois-là? Oui, alors on a effectivement fait des tests. En fait, là, j'ai présenté une version un peu minimaliste, effectivement, pour clarifier les choses. En fait, vu la vocation au départ du projet qui était plutôt d'estimer des risques globaux, l'idée, ce n'était pas de modéliser de façon très, très fine quelque chose qu'on allait observer en détail. C'était plutôt d'établir ces scores de risque. Donc, j'avoue qu'on est parti au moins dans l'approche lycée. On voulait quelque chose d'assez robuste qui soit basé sur un nombre limité de paramètres qui risquaient de toute façon de varier d'un lycée à l'autre, etc. Donc, on s'en est plutôt tenu à quelque chose d'assez sommaire en assumant, en assumant le fait que c'était effectivement limité en termes de modélisation. Donc, toi, tu pensais par exemple je sais pas, à des compartiments, déjà éventuellement à des pertes d'immunité ou à des non symptomatiques ou des trucs comme ça, c'est ça? C'est ça, effectivement, des non symptomatiques et surtout des exposés qui deviennent infectieux avant d'être réellement où on voit des symptômes symptomatiques, quoi. Oui, d'accord. Non, mais tout à fait. Encore une fois, on peut faire un certain nombre de choses, mais il y a tellement de complexité. Il faut être honnête, là, j'ai une réponse qui ne va pas sans doute me satisfaire, mais il y a tellement de choses en même temps à gérer. En fait, j'ai l'impression que si on rajoute après trop de phénomènes, on va juste être complètement dépassé par ce qu'on fait. Et comme il n'y a pas de données suffisamment fines et avec une granularité suffisamment fine pour les comparer, pour valider, j'ai l'impression que moi, ça m'a paru sain de faire une approche un peu rudimentaire, assumée comme telle. Et même si ce n'est pas complètement satisfaisant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, tout à fait d'accord aussi. Au niveau des données, je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de regarder les données dont INRIA a bénéficié, en particulier des données SFR. Il y a plusieurs projets à l'INRIA qui ont bénéficié de données SFR et je pense qu'il y a des contacts qui doivent pouvoir être pris, qui étendraient ce que tu as fait au niveau du lycée là, ou même des étudiants. Okay. Tu crois qu'ils les ouvriraient, ces données? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont fait une clause de confidentialité, mais en travaillant avec des gens de projet, je pense que ce serait possible. D'accord, dans un cadre… Et évidemment, dans un cadre académique contraint et avec une collaboration, mais les opérateurs de téléphone ont une foultitude de données qu'ils peuvent tirer qui leur coûtent cher parce qu'ils doivent faire le travail à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir les données. Mais il y a plein de choses à récupérer et je pense que c'est un petit peu un scandale de nous avoir empêchés de réellement travailler avec des données que SFR ou Orange disposent et dont on n'a pas pu disposer pour bien travailler. Et commentaire suivant, évidemment, ton cas, la rouge tout petit, c'est sans doute qu'il a été, il est dans un autre environnement parce que tu n'as pas vu tous les gens qu'il a rencontrés et sans doute qu'il a rencontré d'autres personnes par ailleurs. Et qu'il n'était peut-être pas beaucoup à l'université d'ailleurs, il y en a comme ça. Non, c'est pour ça que l'anonymat est important. On sent que, je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'on voit je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais des fois, vous avez des contacts jour et nuit, tout le temps, c'est pas rien, il ne faut pas qu'il y ait les noms. Petit point complémentaire, pour bien comprendre, au niveau des misérables, tu as la matrice de contact, mais tu n'as pas la matrice de contact jour par jour. Vous ne l'avez pas faite, ça-ci? Non, absolument. Ce n'est pas jour par jour. Alors, je ne sais pas quel sens ça aurait pour les misérables. Non, là, tu es en train de me forcer à avouer que c'est un peu bidon ce que j'ai fait sur les misérables. Je vais le faire volontiers. Oui, on a pris la matrice globale, on l'a normalisée comme si c'était une matrice jour par jour. C'est un misérable comme misérable et un jour sans fin et ça se produisent les mêmes contacts tous les jours. Non, mais c'était très illustratif. Donc, merci d'avoir choisi cet exemple-là. Et ça permet effectivement de bien comprendre qu'en France, avoir des données, c'est quand même la croix et la bannière. Oui. On va peut-être s'arrêter là. S'il y a d'autres questions, je propose de les garder pour le café. Et merci Ça encore, marche. Bertrand. Merci.